Pour qu'on fasse des études, pour qu'on ait le choix, parce que si on n'en fait pas, on n'aura pas le choix. On sera obligé de prendre le métier pour vivre. Moi, j'ai tiré un métier que j'aime. J'ai fait des études d'abord. Après, c'est des études d'abord. C'est quoi des études pour vous? C'est aller jusqu'où? Jusqu'à la fin. Faire le métier de son choix, c'est le désir légitime de tout enfant, le souhait de tout parent. Cependant, 15% des élèves sortent de l'école sans diplôme et beaucoup d'élèves en fin de troisième, du fait d'un niveau insuffisant, doivent renoncer aux études qu'ils désirent. La difficulté scolaire n'a pas qu'une explication. Elle est liée pour chaque enfant à son histoire, son milieu social, son tempérament, ses rencontres, mais elle se traduit quasiment toujours par un travail insuffisant, superficiel ou inefficace. Les leçons ne sont pas apprises, les devoirs ne sont pas faits, les notes sont faibles, les bilans décourageants. Pour moi, c'est clair, les devoirs à la maison, c'est un instrument de discrimination sociale. Ça veut dire que si les professeurs n'ont pas clairement présent à l'esprit les conditions dans lesquelles les devoirs sont faits à la maison, les difficultés que ça peut poser, les enfants les plus en difficulté, qui souvent sont dans des milieux les plus en difficulté, vont à l'échec et les devoirs ne seront pas faits, mal faits, ou ça sera un instrument de plus pour l'échec scolaire. En primaire, la question des devoirs et des leçons est polémique. En effet, dès 1956, les devoirs écrits sont interdits. Si les devoirs perdurent à la demande de la plupart des familles et des enseignants, il semble que l'on peut se poser 3 questions essentielles. Quelle quantité de travail donner pour qu'il soit faisable par tout enfant, pour que ce ne soit pas une charge trop lourde pour lui et sa famille? Comment présenter ce travail, le préparer en classe, donner la méthodologie indispensable? Enfin, comment s'assurer que le travail est accompli, quelle que soit la situation familiale de l'enfant? Car les devoirs, c'est difficile. C'est même l'enfer pour certains. Entre la lecture, découper, souligner, écrire les mots, parce qu'il faut les écrire plusieurs fois chacun, c'est plus d'1 heure. Donc souvent, il en a marre, quoi. Il finit, il n'en peut plus. Il nous dit, je suis fatiguée. Une question épineuse et centrale est celle du temps passé à faire les devoirs et à prendre les leçons. Je me rappelle d'une prof de primaire qui donnait à ma fille Sarah, mais énormément de travail. Il y avait pour 1 heure de travail et les bons élèves, en tout cas les élèves qui apprenaient vite comme les autres, avaient beaucoup de travail le soir. Et cette prof, cet instinct, c'était sa façon de se rassurer, de se dire je suis une bonne instinct parce que mes élèves sûrs, ils vont savoir plein de choses et tout le programme va être bouclé, etc. Et en fait, on lui a signifié, mais on a été dans le dialogue avec elle en lui disant nos enfants, ils n'en peuvent plus, quoi. Il y a une autre façon de faire sûrement. Et voilà. Je fais en sorte que les enfants aient du travail qu'ils puissent faire tout seuls, et en principe rien d'écrit, et puis du travail qui devrait prendre au maximum 1/4 d'heure. J'estime le temps à 1/4 d'heure, sachant que ça peut varier pour les mêmes devoirs que je donne avec les échos des parents de 5 minutes à presque 1 heure. Donc au niveau du temps, moi je recommande toujours aux familles, si ça dépasse 20 minutes, de s'arrêter, parce que je trouve qu'après 6 heures de classe c'est beaucoup. Mais malgré tout, les parents veulent répondre à cette attente de l'école et des enseignants et souvent obligent les enfants à aller plus loin. Un professeur qui donne des devoirs doit savoir combien de temps ses élèves passeront à faire ce devoir-là. Pour l'avoir expérimenté, on a fait beaucoup d'études, on a chronométré en classe, on a demandé aux enfants de chronométrer à la maison. On sait que le temps pour faire le même devoir entre le meilleur élève et l'élève le plus en difficulté va de 1 à 5. Les enfants ont du mal à travailler tout seuls. C'est quand même quelque chose qui est peut-être plus difficile d'ailleurs que le travail écrit, d'apprendre une leçon seule. Et sans l'intermédiaire d'un adulte, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre? Donc on en est au problème, comment ça se passe dans les familles où les parents ne peuvent pas aider les enfants à apprendre leurs leçons, à faire leur travail.
Apprendre, c'est d'autant plus difficile que l'on n'a pas appris à apprendre. Un certain nombre de conditions sont à installer, un certain nombre d'étapes sont à découvrir. Comme nous l'indiquent les chercheurs, cela ne va pas de soi. Apprendre, ça n'est pas si simple, et que finalement, il y a tout un enchaînement de circonstances qui peut faire qu'on est en panne. La première chose que je vois, c'est qu'il y a un climat dans l'apprentissage et des émotions, et que ces émotions, elles peuvent être tellement fortes qu'elles nous empêchent d'apprendre si elles sont négatives. Alors c'est soit parce qu'on ne se croit pas capable d'y arriver, soit c'est parce qu'il y a une pression de quelqu'un qui attend trop de nous, soit c'est parce qu'on n'aime pas le prof, pas la matière ou pas l'école. Apprendre, c'est mettre dans sa tête, répéter, vérifier dans sa tête, apprendre à se poser des questions. Oui, alors en fait la réponse qui consiste à dire à quelqu'un tu as qu'à travailler, dois travailler ou ne travaille pas assez, on voit bien qu'avec ce qu'on est en train d'expliquer là, ça n'est pas une réponse suffisante. Comprendre n'est pas apprendre. Beaucoup d'enfants disent je ne comprends pas, j'avais appris ma leçon, j'avais tout compris pendant le cours. Et la semaine suivante, au moment de réciter, je ne savais plus rien. C'est parce que là encore, comprendre n'est pas apprendre. La compréhension est une chose, mais ensuite, pour que des données soient fiables et disponibles dans la tête de quelqu'un, il faut qu'elles soient réactivées de manière relativement régulière, en tout cas plusieurs fois. S'il est difficile d'apprendre seul, qui peut aider? C'est le rôle des parents, dit-on. Kamel, en CE1, se croit obligé d'emmener à la maison tous ses cahiers et tous ses livres chaque soir. Ni lui, ni son père ne s'y retrouvent. Que peuvent faire les familles qui ne possèdent pas les codes de l'école, les compétences jugées trop souvent et trop rapidement comme des évidences? Les devoirs, c'est un souci quotidien pour un grand nombre de familles. La maman de Yacine nous en donne un nouvel exemple. Qu'est-ce qu'il fait Yacine alors il a du mal à travailler? Il a du mal à travailler à la maison, ouais. C'est ça le problème. À l'école, j'ai pas de problème avec lui. Et il n'est pas fort, et il n'est pas faible. Mais il est en moyenne, mais il faut toujours derrière lui. Alors, qu'est-ce que vous essayez de faire? Je sais pas. C'est ça. C'est ça. On n'est pas enseignant de ses propres enfants, alors on peut leur apprendre des tas de choses, certes, mais quand on est pris soi-même dans une espèce de tension liée aux enjeux très lourds de la scolarité, quand on est pris par finalement des attentes, soit conscientes, soit inconscientes vis-à-vis de la réussite de ses enfants, on supporte très mal, on peut comprendre que les gens se portent mal, que leurs enfants ne réussissent pas ou ne comprennent pas de la même façon que soi-même on a compris. C'est pendant les heures de classe que les enfants vont apprendre, construire des apprentissages, vont avancer. C'est pas pendant ce quart d'heure de devoir. C'est pas aux familles de prendre en charge ça, et c'est pas ce qui va nous permettre d'avancer le programme. Le programme, il avance dans la classe. Le rôle des parents dans l'exécution des devoirs, m'apparaît d'abord comme le fait de proposer un cadre aux enfants, aux adolescents qui doivent faire leurs devoirs, c'est-à-dire leur ménager un espace, leur ménager un minimum de silence, leur ménager aussi un temps où ils ne seront pas sollicités par autre chose, par un travail à faire à la maison pour rendre un petit service ou aller faire une course, etc. Où ils seront protégés aussi des sollicitations de leurs copains. Donc offrir un cadre, et puis peut-être aussi, ce que font d'ailleurs souvent les parents, une insistance sur il faut que le travail soit fait. On a mis au point aussi un instrument qui s'appelle Diclé pour aider. Diclé pour aider, c'est un instrument qui s'adresse aux parents, mais qui s'adresse aussi aux enseignants, de façon à leur permettre de comprendre dans quel univers les enfants peuvent travailler.
Par exemple, je pense à une élève qui m'a expliqué que lorsqu'elle rentrait à la maison, son père rentrait quasiment en même temps qu'elle. Il venait d'un travail très difficile, très fatigant. Et donc, il mettait la télévision et il fallait surtout que le calme soit autour de lui et non pas des enfants pour leur travail. Donc, elle n'avait pas d'espace, de lieu pour faire son travail et pas le temps et pas de conditions. Donc, cet instrument dit clé pour aider a permis à cette famille de prendre conscience que il fallait que l'enfant ait un lieu pour travailler, toujours le même, et qu'il soit garanti. Il fallait que ça se passe à une heure déterminée et toujours la même, donc la famille se mettait en disposition pour qu'à cette heure-là, il y ait le calme autour d'elle, etc. En collège, le travail à la maison devient encore davantage un instrument de sélection. Donc, quand on voit que j'ai des élèves échouent régulièrement, on commence en tant qu'enseignant à se remettre en question, je pense. Et puis, au bout d'un moment, j'avoue que j'en ai eu un petit peu ras-le-bol de changer de pratique pédagogique sans voir de résultats. Et j'ai essayé de faire les parallèles entre le travail à la maison de l'élève et ses résultats en classe. Et je crois que le constat est clair. Indépendamment des pratiques pédagogiques, indépendamment des familles, les élèves qui réussissent sont ceux qui travaillent, ou qui savent travailler à la maison. Mais comment sortir de l'incantation ? Tu dois travailler davantage. Et j'avoue aussi que je commence de plus en plus, je le pratique, je commence à faire apprendre la leçon aux élèves en classe. Donc quand on voit une notion qui est nouvelle, notamment sur la 6e, 5e, on répète comme à la primaire en chœur, la chansonnette, et on commence à mémoriser en classe. Par rapport aussi à tout ce qu'on entend dire sur les difficultés des élèves qui n'arrivent pas à se mettre au travail à la maison, dans la pratique en classe, je trouve que j'ai beaucoup évolué du point de vue des consignes, c'est-à-dire qu'avant j'avais même un travail à faire et je me prenais avec, et maintenant de plus en plus, avant qu'ils partent pour faire le travail à la maison sur le travail écrit, pareil, on relie les énoncés des consignes ensemble, on les décortique ensemble pour qu'ils soient à même de faire le travail à la maison. Justement, on reste souvent focalisé sur le fait qu'on doit leur apprendre ceci du programme, ceci, et on a du mal à trouver des techniques autres, justement, pour les aider pour la méthode. Et dans notre formation à nous, c'est très difficile. En tant qu'enseignant, on pense que ça, ils l'ont déjà, ils le savent déjà, et qu'ils l'ont déjà acquis avant. Donc on part sur ces bases-là. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a tant de difficultés, on a l'impression d'être décalé par rapport aux élèves, par rapport à ce qu'on leur demande. On voit bien que nos attentes, ils n'y répondent pas. On le voit bien par le fait qu'ils oublient leurs affaires, que le travail n'est pas fait. Et pourtant, des fois, en changeant de support, on voit bien qu'ils seraient quand même intéressés. Ça prend énormément de temps de mettre en place tout ça, effectivement. Et qu'après, on n'aura pas notre programme. Mais finalement, si on leur a appris quelque chose, si on leur a donné une méthode pour qu'eux tout seuls ils puissent le faire après, c'est quand même notre boulot. Parce que notre métier, c'est d'enseigner. Je ne suis pas absolument persuadé qu'en matière d'apprentissage, le chemin le plus court d'un point à un autre soit forcément la ligne droite. Et il peut être fécond au début de l'année, mais combien doit durer le début, je ne sais pas, de prendre le temps, de s'assurer que les élèves savent travailler, peuvent travailler. Parce que tout ce temps que l'on perd, ou que l'on pense perdre au début, c'est probablement du temps que l'on va gagner ensuite, que l'on va récupérer ensuite. Et là-dessus, c'est moins grave finalement de ne pas faire tout le programme que de livrer en quelque sorte aux collègues de l'année d'après des élèves qui ne savent pas bien travailler. Un programme, ça se récupère. Savoir travailler, c'est plus embêtant de ne pas l'avoir acquis, semble-t-il. Mais j'avais du mal à apprendre les leçons. Je les apprenais, je les lisais, j'avais beau les lire, et ça rentrait pas. Donc après, je suis allée en parler un peu au professeur, demander un peu des conseils. En 6e, ils nous ont fait des cours de méthodologie pour apprendre les leçons. Et puis en fait, les leçons, c'était pas une question d'apprendre la leçon par cœur, c'était d'essayer de voir les choses importantes, d'apprendre les mots importants et puis de se faire un cours un peu.
Bon, on m'a dit, tu résumes un peu ta leçon, les choses importantes. Et avec les choses importantes, tu te refais un cours, t'en parles à quelqu'un. Quand, par exemple, un professeur commence un chapitre, c'est bien de parler avant du chapitre, de ce qu'on va faire. Quand on commence une nouvelle leçon, essayer d'en parler avec les élèves, de voir un peu, de dire ce qui va être difficile, ce qui va pas être difficile. Puis faire la leçon et après faire des exercices d'approfondissement. Au niveau des contrôles aussi. Quand il va y avoir un contrôle, et ben, voir avec les élèves ce qu'il faut réviser. Pas... Ouais, donner... dire, ouais, bien préciser ce qu'il faut réviser. Ce qui est bien aussi, c'est quand on donne un exercice, quand un professeur donne un exercice, aller voir avec les élèves l'exercice. J'ai quelques profs qui le font, et ben, on a déjà vu l'exercice, donc on fait un exemple avec la classe, et comme ça, après, on sait bien ce qu'il y a à faire. C'est pas on ouvre son cahier et on se dit, attends, j'ai rien compris, et on referme le cahier, parce qu'après on est dégoûté, on n'a plus envie de le faire. Des parents mettent beaucoup d'espoir dans les études à l'école ou dans toute forme d'aide, parfois même en payant très cher des officines privées. Mais l'attente n'est-elle pas démesurée? Les études surveillées en primaire ou les quelques études dirigées proposées en collège ne résolvent pas le problème dans son ampleur, même si elles aident certains élèves comme Gladys. Si tu réfléchis là, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Avant, je faisais mes devoirs en 10 minutes et maintenant, je peux pas, je suis obligée de prendre au moins 1h30. Ça m'a aidé. Alors, t'as pris conscience de quoi, là? Que les devoirs, ça se faisait plus en 10 minutes. Il fallait du temps pour les faire. Voilà, approfondir. Parce qu'on me disait tout le temps, approfondis ton travail. Les études dirigées pendant le temps de classe instauré en primaire en 1994 n'ont pas eu le temps de prouver leur efficacité. On peut se demander pourquoi avoir renoncé à cette initiative. L'aide aux devoirs dans différents lieux, comme les centres sociaux, les MJC, répond aussi à certains besoins. Mais les possibilités sont limitées. Ainsi, par exemple, sur un secteur de près de 1000 élèves, 80 élèves seulement bénéficient d'1h30 de soutien par semaine, et cela malgré les efforts développés par les villes et les associations. Et pourquoi tu viens travailler ici? Pour après, si par exemple j'ai des choses que je comprends pas et mes frères ou mes soeurs ils sont pas là, ils sont malades, moi ils peuvent m'aider. Comment ne pas laisser les élèves seuls face à l'apprentissage des devoirs et leçons, ces élèves qui n'ont pas encore acquis leur autonomie et qui se trouvent donc face à une tâche insurmontable? Comment sortir du cycle infernal, celui de l'échec scolaire, pouvant aller jusqu'au renoncement à tout projet d'avenir? Le problème des devoirs est donc fondamental pour l'enfant, sa famille, mais aussi pour notre société. L'Inspection générale l'avait déjà souligné dans son rapport annuel en 1994. Les inspecteurs écrivaient, en parlant du travail hors la classe, « Facteur de réussite ou d'échec, lié aux conditions familiales, ne serait-il pas une source d'inégalité devant l'école, un obstacle à la réalisation des objectifs quantitatifs qui lui sont assignés, un facteur limitant de sa démocratisation ». Tu lis une leçon, tu la mémorises et tu demandes des questions à tes frères et sœurs. Et après, tu as une autre leçon et tu dois bien encore l'apprendre. Et si par exemple, quand tu lis, tu fais pas attention à un mot et tu mélanges avec l'autre leçon. Et ça t'embrouille. Et par exemple, si on doit apprendre un vocabulaire, comme dans le Louvre, je sais pas quoi, voyage. Et ben on doit apprendre un vocabulaire, par exemple de maths, et après de français, et après on mélange tout en même temps.